Hi, Faisal, just checking. I can't hear you at my end. I know moves and moods. Okay, Okay, great. let's start. Okay, sorry. Ok, veuillez nous excuser. Bienvenue au dernier jeudi du mois de février. Nous sommes très ravis de vous accueillir et espérons que vous allez apprécier cet événement que AFC nous a offert pour les entreprises agricoles du milieu francophone. Suivez et contribuez à cette discussion sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, en utilisant l'hashtag dernier jeudi. Mais quand même, si vous rencontrez des difficultés pour nous suivre, vous pouvez nous envoyer les messages sur la boîte de discussion et nous ferons le plaisir de vous répondre. Pour cet événement, nous allons suivre l'agenda ci-présent. D'abord, nous allons vous faire une petite introduction. Après, vous allez vous présenter les listes d'opportunités qu'il y a durant le mois de février et mars. Après cela, nous allons inviter M. Patrico Tonisso qui viendra partager son expérience avec nous. Nous allons voir les différentes connexions qu'on peut avoir avec AFC et nous aurons le mot de clôture de l'événement. Moi-même, mon nom, c'est Terry Fessou Atassi. Je suis spécialisé dans la transformation digitale appliquée au secteur agricole. Ça nous ferait plaisir si vous pouvez le faire comme je viens de le faire. Pour la présentation, nous avons besoin de votre nom, votre pays et le nom de votre entreprise. Nous vous donnons 2 minutes pour pouvoir le faire. Thank you. Merci. Donc, vous pouvez écrire votre nom, le nom de votre entreprise et le nom de votre entreprise dans la boîte de discussion pour que nous voyons ceux qui sont présents dans la discussion au cours de cet événement. OK, merci. OK, 2 minutes. OK, je pense que il y a plein d'anglophones qui sont avec nous. Ah, vous avez la vôtre qui est le Fest Thursday, donc ça c'est pour les francophones. Mais quand même, nous sommes très heureux de vous accueillir et c'est tout un plaisir pour nous de partager ce moment avec vous. Merci. OK. Donc, après la présentation, nous allons passer au sondage. Pour le sondage, vous avez à répondre à 5 questions. Par rapport, nous vous donnons 2 minutes pour pouvoir répondre à ces différentes questions. Merci. Donc, comme vous pouvez le voir, les questions concernent votre région, les régions dont vous venez. Après ça, nous avons voulu avoir quelques propositions venant de vous, etc. Donc, nous vous donnons 2 minutes pour pouvoir les répondre et ainsi passer à l'étape suivante. Merci.
OK. Par rapport à notre sondage, nous avons 67% des participants qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, 33% qui viennent de l'Afrique de l'Est. Concernant nos différentes questions, laquelle des propositions s'applique avec vous, il y a 33 personnes qui sont actuellement propriétaires et ou qui travaillent pour une entreprise agricole. Le reste ne sont pas actuellement propriétaires. On espère que c'est pour bientôt et qu'ils viendront rejoindre la communauté qui est créée. Par rapport à la question de savoir qui sont déjà membres de AFC, il y a 33% qui le sont dans nos participants. C'est quand 67% ne l'est pas encore. Vous attendez quoi? Nous sommes là pour vous accueillir et on espère bientôt que vous allez nous rejoindre. Par rapport au questionnaire concernant le FESD, la version française et anglaise de l'événement présent, il y a le sondage se résume si il y a 33% qui sont au courant de l'événement à travers AFC. D'autres sont là pour découvrir les opportunités pour les entreprises. Et aussi 67%, la plus grande part, qui sont là pour obtenir des informations sur le sujet auprès de notre conférencier. Donc, pour terminer, côté cinquième question, 33% des personnes disent qu'ils ont une idée concernant un agro-industrie. 67% disent qu'ils ont déjà lancé il y a 3 ans et qui développent les activités commerciales. OK, donc passons à l'étape suivante qui est de présenter AFC. AFC, l'ancien Nourishing Africa, est une plateforme numérique et d'adhésion qui permet aux entrepreneurs africains de démarrer et de développer des agro-industries résilientes durables pour nourrir l'Afrique et le monde. Donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs, AFC offre des formations, des opportunités de financement, des expositions, des liens commerciaux. Et nous espérons vous avoir bientôt les 67% qui ne sont pas déjà, qui participent à l'événement et qui ne sont pas déjà membres de AFC. Nous espérons que vous allez bientôt nous rejoindre pour que nous vous aidons à développer votre entreprise. Côté mission, AFC a pour mission de permettre aux entrepreneurs africains de démarrer et de développer des agro-business résilients et durable à travers des formations, des opportunités et surtout la mise en visibilité de ces activités. Comme vision, AFC prévoit d'ici peu de permettre aux différentes entreprises qui sont de bien prospérer et d'avoir beaucoup plus de durabilité. Et ils envisagent d'atteindre le maximum d'entreprises agroalimentaires. C'est pourquoi ils ne s'occupent pas seulement des entreprises anglophones, ils essaient de diversifier leur action dans les entreprises francophones, d'où cet événement auquel nous participons aujourd'hui. Qu'est-ce que Nourish Africa offre pour atteindre sa mission et sa vision? Il nous offre une communauté d'entrepreneurs. En plus de la communauté, il nous offre des formations pour pouvoir améliorer notre capacité. Et en plus, il nous fournit des données et des opportunités. Il y a plein d'opportunités qui sont diffusées à travers leur plateforme et aussi, il nous aide à avoir plus de visibilité et aussi d'avoir plus de reconnaissance. Puisque, sans mentir, AFC a plein de partenariats, partenaires de premier plan dans le monde entier. Donc, il se base sur tous ces partenaires pour pouvoir aider les différents membres de la communauté pour accroître leur business. OK. Donc, pour pouvoir, un exemple des activités que AFC a fait durant les derniers mois, il a apporté un très grand soutien parmi le COVID-19. Il a aussi permis d'aider les différents entrepreneurs
à avoir beaucoup de réseaux et surtout, ils ont mis l'accent sur la reconnaissance et la visibilité de plein d'acteurs dans le milieu à l'heure actuelle. Donc, nous allons passer à notre deuxième session qui est de partager avec vous les différentes opportunités qu'il y a actuellement dans le secteur agricole. Donc, concernant ces opportunités, nous avons des opportunités concernant le soutien financier et ces soutiens, la plupart d'entre eux sont des subventions et ces activités courent du mois de février et au mois d'août et sont destinées comme nous le savons tous, le mois de mars, c'est le mois de nos mères et de nos sœurs. Donc, c'est destiné pour nos sœurs et mères. Et aussi, sans oublier le tonus Olumo Foundation Entrepreneurship Programme, aussi qu'il faudrait aussi que les entrepreneurs participent. Côté, si vous voulez avoir accès à plus d'événements, vous pouvez consulter le site de Nourishing Africa AFC Hub / event. Sorry. OK. Côté renforcement de capacité, Nourish Africa aussi offre beaucoup un instant, offre beaucoup d'événements en renforcement de capacité et ces événements sont dirigés pour presque tous les pays. Mais si vous êtes intéressé d'avoir plus d'informations sur les événements de renforcement de capacité, les formations, etc., vous pouvez consulter le site fchub.org/capacity-building pour pouvoir avoir accès à plus d'informations. OK. Pour l'amélioration, nous partageons avec vous quelques événements qui, entre eux, sont en présentiel et virtuel. Si vous avez le temps, durant le mois de mars, vous pouvez aussi vous connecter pour suivre ces différentes informations. Ce qui est sûr, vous allez toujours gagner en étoffant vos connaissances dans le milieu à travers les différents événements que nous vous proposons. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur ces événements en cours, vous pouvez visiter le site afchub.com/events pour pouvoir avoir accès à plus d'événements. OK. Côté formation et atelier, nous avons AFC offre à l'heure actuelle de très bonnes formations. En exemple de formation en post-record et innovant et technologie. Je pense que ce sont des informations très intéressantes et ces informations sont offertes par des plateformes bien connues telles que EDC Online et autres. Mais il faut dire qu'il y a d'autres informations qui sont présentes sur le site de AFC. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, vous pouvez, pour avoir accès à ces différentes formations, vous pouvez aller sur le site afc.org/training pour pouvoir voir le large formation que AFC vous offre pour pouvoir vous aider à s'améliorer dans vos activités. Côté postcards, AFC vous met à disposition aussi des postcards très intéressants à écouter. Là, je vous le recommande énormément. Ça, les informations véhiculées par les personnes présentes durant les événements ou enregistrées en termes de podcasts sont énormément utiles. Et je pense que ce serait dans vos intérêts de participer à ces postcards pour vous aider dans vos activités. OK. OK. Et, je pense que nous allons continuer l'événement
en passant je vais passer la parole à Abdourahmane qui nous vient du Sénégal, qui va introduire notre conférencier du jour, qui va nous exposer plein d'éléments qui vont nous aider à d'abord connaître le travail qu'il fait et aussi à s'inspirer de son énorme énergie et business grand qu'il a à nous fournir. Merci. Abdourahmane, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Fessou. J'espère que tout le monde m'entend. Donc, bienvenue à tous les participants qui nous ont rejoint en tout cas dans cette première édition du dernier jeudi, donc qui est destinée beaucoup plus pour le public francophone. Merci beaucoup à notre invité Patrick, que je vais présenter tout à l'heure. Donc, dans la suite de cette édition, nous allons d'abord faire une introduction pour présenter Patrick. Ensuite, nous aurons la présentation de Patrick. Et puis, nous donnerons l'occasion à tout le monde de poser des questions, d'apporter des contributions. Alors, pour Patrick, à la découverte de notre invité, donc Patrick est un dirigeant chevronné de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur de l'alimentation, des boissons et des biens de consommation, et qui est actuellement donc basé en Côte d'Ivoire et directeur de la division Home Care donc pour Unilever Afrique de l'Ouest, donc qui couvre toute la région de Nigeria, du Ghana et de l'Afrique francophone. Et donc, à ce titre, il est responsable de la gestion des revenus, du développement du portefeuille des marques pour l'une des plus grandes catégories d'activités d'Unilever. Donc, Patrick est titulaire d'un master par rapport à son background donc, académique. Donc, il est titulaire d'un master en management de l'ESP Europe et en travaillant avec les meilleurs acteurs de ses secteurs respectifs. Donc, il a pu développer des compétences managériales de première main, notamment tout ce qui touche la planification stratégique, la gestion des marques et la compréhension des comportements des consommateurs. Donc, tout ce qui touche en tout cas des sujets qui préoccupent beaucoup d'entrepreneurs, principalement des entrepreneurs dans l'agroalimentaire en Afrique et les membres en tout cas de AFC. Et donc, nous aurons le plaisir d'entendre Patrick sur une quinzaine de minutes. Donc, et après, on vous donnera l'opportunité de poser les questions. La thématique de ce jour sera axée sur l'entrepreneuriat agroalimentaire, survivre et prospérer en 2023. Donc, comme on le sait, il y a eu la COVID-19, il y a eu également le conflit russe-ukrainien, donc il y a eu des impacts sur les activités des entrepreneurs et je pense que Patrick nous en dira beaucoup plus. Et donc, c'est sur ce point que je vais donner la parole à Patrick. Merci beaucoup. Merci Abdourahmane. Bonjour à tous. Écoutez, c'est un plaisir de partager un peu mon expérience aujourd'hui. On a une petite quinzaine de minutes, donc je serai assez rapide. J'ai préparé pour vous quelques éléments autour de la problématique de comment survivre et même prospérer en 2023. Okay. Alors, je vais vous mettre à l'écran les quelques slides que j'ai préparés pour vous. J'espère que vous les trouverez utiles. Et puis ensuite, on pourra discuter ensemble de ces problématiques et puis d'autres sujets que vous pourriez pouvoir aborder. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, très bien, très bien. Très bien. OK. Autre question. Alors, tout à l'heure, j'ai vu dans le chat qu'il y avait un certain nombre d'anglophones. Est-ce que c'est toujours le cas ou bien est-ce qu'on est juste entre francophones? Alors, pour cette première édition de dernier jeudi, en fait, c'est exclusivement pour les francophones. Et pour les anglophones, il y a en fait l'événement premier jeudi qui est organisé chaque premier jeudi en fait du mois. Mais pour cet événement-là, c'est exclusivement pour les francophones. D'accord. En tout cas, comme je l'ai proposé, si jamais il y a Oui, des oui, anglophones oui, si possible, dans le monsieur, chat, veuillez on m'excuser. peut aussi Oui, vous adresser pouvez, si possible. quelques éléments en anglais. D'accord. OK. Vous pouvez continuer. OK, très bien. Donc, je me présente rapidement. Donc, comme Abdourahmane l'a dit,
Je m'appelle Patrick Tonisso, je suis d'origine béninoise, hein, donc je ne suis pas très loin et je suis basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc, j'ai fait mon cursus dans différents pays. J'ai commencé à faire mes études supérieures entre la France, l'Angleterre et puis l'Allemagne, avant de rejoindre le monde de la publicité. Hein, c'était McCann Erickson, un des premiers groupes internationaux de communication. J'ai ensuite rejoint l'entreprise Diageo, que vous connaissez probablement parce que c'est la société qui fabrique la très renommée Guinness, la bière, que l'on trouve dans notre région et aussi en Afrique de l'Ouest et de l'Est. J'ai ensuite travaillé pour la société qu'on appelle Philip Morris, qui fait du tabac, notamment la marque Marlboro. Ensuite, j'ai travaillé avec le groupe Tetra Pak, Tetra Pak étant un des fabricants d'emballage carton pour tout ce qui est laitage et jus de fruits. Durant cette expérience, j'ai pu travailler avec beaucoup d'entrepreneurs, de grandes sociétés, mais aussi des plus petites entreprises dans la région et dans le domaine agroalimentaire. Et depuis à peu près 3 ans, j'ai rejoint le groupe Unilever. Vous connaissez probablement les marques Unilever, des marques comme Calvé, des marques comme Lipton, des marques comme Magnum. Donc voilà, Unilever est le groupe qui commercialise tous ces produits alimentaires, hygiène de maison et puis produits cosmétiques. Voilà, c'est le type de produit que vous trouvez dans les rayons des supermarchés. Donc, c'est fort de ces expériences que AFC m'a demandé de partager quelques réflexions sur l'économie actuelle et comment, pour des entreprises plus petites, je pense qu'il y a des solutions pour pouvoir survivre et prospérer en 2023. Alors, j'ai beaucoup aimé cette image parce que je pense qu'elle montre un peu la situation dans laquelle on est. Okay. Donc, on a à la fois un monde urbain qui se développe fortement, surtout dans notre région, hein, en Afrique de l'Ouest et de l'Est, mais touché par un certain nombre de challenges, notamment les problèmes de changement climatique. Donc, on sent qu'on entre dans un environnement qui est assez complexe. L'agriculture et l'agribusiness comportent un certain nombre d'opportunités et de perspectives. Et je pense qu'il est important pour nous de développer ce secteur pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc, je vais vous parler de certains des challenges que je vois en 2023. 2023 qu'on pourrait appeler l'année de tous les dangers. Et puis des stratégies de résilience que j'ai retirées de certaines de mes expériences et qui, je pense, sont applicables aux petites entreprises et aux entrepreneurs que vous êtes. Alors, 2023, l'année de tous les dangers. Alors, je suis sûr que quand vous allumez la télé, vous voyez un certain nombre de mauvaises nouvelles. Hein. D'un côté, il y a parle d'inflation. Hein, l'inflation était un mot qui a été très, très, très utilisé l'année dernière et qui continue d'être à la une cette année. La conséquence directe de l'érosion, de l'inflation, pardon, c'est l'érosion du pouvoir d'achat. Alors, ces deux facteurs sont extrêmement importants parce que d'un seul coup, d'un côté, ça érode la capacité des entreprises à produire. Et puis de l'autre côté, ça diminue les opportunités en termes de vente. Il y a aussi le changement climatique dont on parle tous les jours, la pluie, le vent, les raz-de-marée, la sécheresse. Il y a les risques géopolitiques, notamment la guerre en Ukraine, mais aussi un certain nombre de conflits dans le monde qui affectent l'économie. Et puis, dans ce contexte assez problématique, il y a la forte dépendance des importations dont nous souffrons ici en Afrique. Alors, il y a 1 an ou 2, il y avait ce mème
hein, qui circulait sur les réseaux. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. À l'époque, on parlait beaucoup de la COVID-19. Donc aujourd'hui, il semblerait que le problème soit derrière nous. Mais déjà, on parlait de la crise économique qui était à venir et du changement climatique, donc des problèmes toujours plus importants, toujours plus grands, qui allaient, que l'humanité, et que l'Afrique en particulier, allait subir. Alors, donc l'inflation, je pense, est la première problématique à laquelle on doit faire face. Aujourd'hui, vous voyez sur la carte, le monde connaît une inflation souvent à 2 chiffres et dont on s'attend à ce qu'elle soit durable. Pour notre région, on parle d'une inflation qui est entre 4 et 15% pour la région francophone, avec des pays qui sont plus ou moins touchés. Alors, le problème, c'est que cette inflation, elle impacte toute la chaîne de production. Que lorsque je parle de chaîne de production, on parle des fournisseurs de matières premières, on parle des fournisseurs de nourriture, on parle des fournisseurs d'emballage, on parle des sociétés de transport et de tout le reste. Donc, c'est sûr que ça veut dire que ça devient très difficile d'opérer et dans ces conditions. Alors, bien entendu, nous sommes tous des consommateurs et nous voyons bien que cette inflation érode notre pouvoir d'achat. Donc, pour vous, ça veut dire que vos clients, vos consommateurs vont devoir arbitrer entre les différents produits qu'ils vont acheter. Okay. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et extrêmement problématique. Lorsqu'on parle de chaîne de valeur, on parle aussi de l'énergie. Okay, donc, il y a un impact direct sur le coût de l'énergie, notamment avec la crise en Ukraine, mais pas seulement. Si vous voyez le chart en haut à droite, vous voyez qu'il y a une forte évolution du coût de l'énergie, donc l'index énergétique mondial depuis 2020. Okay. Donc, on est passé d'un index à peu près 100 à un index 350. Donc, nous, on le voit au quotidien, puisqu'on a pu observer l'augmentation dans certains de nos pays du prix à la pompe. Hein. Mais ça, c'est ce que nous, on voit en tant qu'utilisateurs et consommateurs quotidiens. Par contre, toute l'industrie est touchée par cette augmentation de l'index énergétique. Et le coût de l'énergie a un impact direct sur le coût de l'alimentation, que ce soit par rapport au coût de transport, que ce soit par rapport au coût des emballages, que ce soit par rapport au coût des engrais. Donc, vous voyez comme exemple dans le chart en bas à droite la corrélation directe entre le coût du pétrole et puis, dans cet exemple-là, le coût du maïs. Donc, vous voyez, lorsque le coût de l'énergie augmente, le coût de la denrée alimentaire augmente. Lorsque le coût baisse, c'est la même chose. Okay. Donc, du coup, on a des contraintes dans tout l'écosystème agrobusiness et je pense que voilà, vous avez dû aussi vous en rendre compte. À cela, il faut ajouter les dérèglements climatiques, les réchauffements, les dérèglements des saisons, la désertification. Alors, une des choses dont vous avez peut-être fait l'expérience l'année dernière, ça a été l'augmentation du coût de l'huile. Donc l'huile qui rentre dans la fabrication du beurre, de la margarine, qui rentre dans la chaîne de fabrication du savon, et j'en passe. Donc il faut savoir qu'il y a eu un certain nombre de dérèglements climatiques qui ont eu lieu, qui ont affecté l'Asie du Sud-Est l'année dernière, qui du coup a dû réduire drastiquement sa production d'huile de palme et interdire aussi un certain nombre de ces exportations. Donc, le coût mondial a augmenté
Et voilà, en tant que consommateur, nous avons subi les conséquences. Donc voilà un exemple parmi d'autres, hein, de comment est-ce que le climat a fait affecter directement la chaîne de valeur euh, agricole. Un autre impact, bien sûr, c'est que il y a cela met les régions en potentielle insécurité alimentaire. Donc aujourd'hui, la FAO estime que 29% de la population mondiale est potentiellement en situation d'insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a potentiellement soit un manque en termes de quantité alimentaire, soit un manque en termes de qualité, c'est-à-dire la qualité de la nutrition. Et il se trouve que 14, parmi les 15 pays les plus touchés au monde, 14 de ces pays sont en Afrique. Okay. Donc, on voit bien qu'il y a un lien entre les problématiques que l'on a pu exposer tout à l'heure, et puis la chaîne de valeur alimentaire et ce qui va se retrouver dans nos assiettes et la qualité de la sécurité alimentaire. Donc, tout ceci pour mettre un peu le contexte, hein, et pour comprendre aussi en tant qu'entrepreneur que nous sommes dans un environnement qu'il faut pouvoir anticiper, qu'il faut pouvoir gérer pour pouvoir survivre et puis et réussir. D'accord. Donc, il est important de trouver des stratégies à court terme, mais aussi à long terme pour pouvoir tirer son épingle du jeu et puis naviguer dans ces eaux qui sont aujourd'hui un peu troubles. Le chêne a combattu le vent et a été brisé, le saule s'est plié quand il fallait et a survécu. Voilà, cette citation de Robert Jordan, un auteur anglophone, exprime bien la nécessité que nous avons de nous adapter, hein, adapter notre façon de faire, notre façon de vivre pour pouvoir faire face à l'adversité. Donc, pas face à cette situation, on peut identifier 4 stratégies de résilience, okay, qui s'adressent directement aux entreprises opérant dans l'agrobusiness. La première, c'est la gestion des prix. Et on va voir des questions comme l'élasticité, la segmentation ou ce qu'on appelle le price point. La deuxième stratégie, c'est bien entendu la gestion des coûts et en particulier regarder comment est-ce qu'on peut anticiper sur le coût des intrants et regarder les coûts mondiaux, hein, pour pouvoir prendre des décisions à l'avance. La troisième stratégie de résilience, c'est l'approvisionnement, donc la gestion des fournisseurs et potentiellement la localisation des fournitures. Et puis, au final, je voudrais parler de la technologie. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a un certain nombre de technologies qui sont en train d'être mises en place et qu'il y a beaucoup d'exemples de leapfrogging, c'est-à-dire qu'on saute un certain nombre d'étapes. Donc, il est important pour nous de bien connaître les développements actuels et de pouvoir les utiliser à notre avantage. Donc, pour commencer, les prix. Donc, les prix, ce sont, on est tous concernés par les prix. C'est ce qui nous permet de faire notre chiffre d'affaires. Il y a un concept que l'on utilise beaucoup dans le type d'entreprise FMCG, donc les entreprises de grande consommation, c'est l'élasticité de la demande. Donc, l'élasticité de la demande, c'est tout simplement un terme qui permet de comprendre dans quelle mesure est-ce que le changement des prix peut influencer le volume de la demande et donc votre chiffre d'affaires. Typiquement, on peut naturellement, on va penser que si on augmente les prix, la demande va baisser.
ok. Et si on diminue les prix, que la demande va augmenter. Okay. Mais en fait, ce n'est pas toujours le cas. Il y a un certain nombre de variables qui vont déterminer donc ce lien entre le prix et la demande. C'est ça qu'on appelle l'élasticité. Donc, il y a des produits que l'on appelle inélastiques. C'est-à-dire que lorsque l'on va on peut augmenter les prix de 20%, 30%, 50%, parfois 100%, la demande ne va pas diminuer. Okay. Et il y a des produits qui sont au contraire extrêmement élastiques, c'est-à-dire que si vous diminuez de 2% votre prix, votre demande court le risque de chuter complètement. Donc, en fonction du domaine dans lequel vous opérez, il est important de comprendre cette élasticité et de développer des stratégies par rapport à ça. Okay. Typiquement, dans le domaine du savon, par exemple, le savon dur, il a été observé qu'il y a une demande qui est extrêmement élastique. Okay, donc, si vous augmentez de 50 francs CFA, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir le risque de perdre 10% de votre volume. Au contraire, si l'on va dans des produits qui sont des produits plus haut de gamme, par exemple le champagne, si vous augmentez votre prix, vous passez de 20 000 francs à 50 000 francs, il y a des chances que la demande reste la même. Okay, donc, chacun, au niveau dans son business, doit avoir cette réflexion. Et il y a un certain nombre de facteurs qui influencent cette élasticité. Donc, il y a le nom de la marque que vous pouvez avoir. Si vous avez une marque forte, ça peut permettre de diminuer l'élasticité de votre marché, ou aussi votre part de marché. Si vous avez une position dominante dans votre secteur particulier, votre demande aura tendance à être plutôt inélastique. Un autre élément important, qui nous concerne tous, c'est la différenciation de votre produit. Plus votre produit sera différencié et donc unique, plus votre demande sera inélastique et donc vous aurez un moins grand rapport entre les changements de prix et puis l'évolution de votre chiffre d'affaires. Okay. Ensuite, il y a d'autres éléments comme la communication, comme le côté premium. Plus vous êtes dans le haut de gamme, plus vous serez inélastique, etc., etc. Donc, je prends l'exemple. Donc, j'ai cité tout à l'heure quelques exemples de produits de grande consommation, mais vous devez vous poser la question en fonction du secteur dans lequel vous êtes, si vous avez des services qui sont différenciés, si vous avez des produits qui sont différenciés, si vous êtes seul dans le marché, si vous avez des concurrents qui sont aussi très sensibles au prix. Donc, tout ça va vous permettre de choisir des stratégies de prix. Et si vous pouvez augmenter vos prix, ça vous permet donc d'amortir l'augmentation de vos coûts, sans perdre nécessairement trop de chiffre d'affaires. Okay, donc, voilà pourquoi c'est important. Un autre facteur qui va influencer l'élasticité, donc c'est le secteur. Et bon, il faut savoir que dans la région, la part que les ménages attribuent à l'alimentation oscille entre 30 et 40%. Okay, donc, plus on va dans la classe populaire, plus la part de l'alimentation va être importante. Ce qui veut dire que, ça veut dire que l'alimentation est un secteur qui est important pour les consommateurs. Et a priori, on peut penser que l'alimentation va être relativement moins élastique. Ceci dit, dans l'alimentation, il y a un certain nombre de choix. Donc, même si, a priori, on va consommer la même quantité de nourriture, le choix qui est offert sur les marques va être déterminant. Et bien entendu, on va avoir tendance à vouloir acheter des choses moins chères
surtout lorsqu'on voit une érosion du niveau des revenus. Okay. Et la répartition, et donc l'élasticité, va dépendre de la classe sociale. Donc, très important pour vous de vous demander, voilà, en termes de produits que vous offrez, en termes de clientèle, est-ce que votre clientèle va être plus ou moins sensible au prix que vous allez appliquer. Donc là, en fait, j'ai abordé un terme de différenciation et donc de segmentation. La tarification est importante. Il faut que vous puissiez faire une segmentation de votre offre et de votre demande. Donc, votre offre, c'est-à-dire si vous avez plusieurs services, certains services vont être plutôt haut de gamme ou vont être plutôt extrêmement différenciés. Et donc, sur ces services-là, vous allez avoir la possibilité de charger un prix qui va être plus important. En même temps, vous pouvez avoir dans votre gamme de produits, de services, certains qui vont être un peu plus basiques, mais qui vont vous permettre de faire du volume, okay, d'avoir des revenus récurrents. Donc, pour ceci, il sera important pour vous d'avoir un prix qui reste abordable pour pouvoir assurer des revenus réguliers. D'accord ? Okay, en fonction de la différenciation de produits et des besoins que vous allez avoir en termes de rentrée de chiffre d'affaires. La segmentation de votre offre va aller de pair avec la segmentation de votre marché. Alors, typiquement, lorsqu'on parle de consommateurs, on va segmenter sur la base du géographique. Hein. Est-ce que je vise des consommateurs ou des clients qui sont en ville, qui sont en milieu rural? Est-ce que je vise des personnes différentes que d'autres graphiques en fonction du sexe, de l'âge, du niveau de revenu, du niveau d'éducation? On va regarder en fonction de ce qu'on appelle du critère psychographique, donc le style de vie, la classe sociale, l'image, et puis aussi comportemental. Donc, tout ça, ce sont des questions que vous devez vous poser, surtout si vous êtes dans un marché où vous adressez à des consommateurs. Okay. En faisant ça, vous allez pouvoir mettre sur la table différents segments de consommateurs et adapter du coup votre stratégie d'offre et de prix. Une façon très classique et très facile de faire sa segmentation, c'est la segmentation en triangle, en pyramide, voilà, où en haut, vous allez avoir upper class, okay, donc petit marché, mais avec une haute valeur. Vous allez avoir le middle class, okay, marché moyen, avec des dynamiques qui vont être différenciées. Et puis BOP, ce qu'on appelle bottom of the pyramid, le bas de la pyramide, avec des consommateurs qui vont avoir des revenus qui sont plus faibles, mais qui constituent la masse des consommateurs. Okay, donc, si vous arrivez à orienter votre offre pour pouvoir toucher ces différents segments, hein, vous pouvez véritablement avoir une stratégie différenciée et pouvoir naviguer en fonction des aléas de l'économie. Le dernier point par rapport au prix, c'est la tarification. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'un terme qu'on appelle price point. Ça, c'est quelque chose qui est assez important que vous connaissez tous. Le niveau de prix, le prix absolu va être important, beaucoup plus important parfois que le niveau de prix relatif. Donc, vous voyez ici, on a mis les exemples de boissons. Coca-Cola, 250 ou Ivoire à 500 francs CFA. Ce sont des price points. Dans tout secteur, vous allez avoir des price points. Ça peut être 100 francs, 200 francs, 500 francs, 1000 francs, 2000 francs, 10 000, 15 000, en fonction du secteur. Ce sont des paliers de prix qui sont des paliers psychologiques au-dessus desquels vous allez tout de suite connaître des variations de votre demande. Donc, par exemple, si on prend si vous êtes dans la restauration, en fonction des époques,
Si vous chargez 5 000 francs ou 10 000 francs, ou vous pensez que vous allez charger 11 000 francs plutôt que 10 000 francs, par exemple, à 11 000 francs, vous allez avoir des clients, vous allez perdre de la clientèle. À 10 500, vous allez perdre de la clientèle, alors que le niveau d'augmentation est relativement bas. Il faut que vous allez chercher peut-être des prix comme 10 000 francs ou 15 000 francs pour être certain de maximiser votre clientèle. Donc, les fabricants de produits de grande consommation jouent beaucoup avec ça. Et parfois, pour ne pas avoir à changer le prix, on va regarder le volume. Donc, on va, plutôt que d'avoir du 60 centilitres, on va avoir du 50 centilitres à condition de rester au prix palier de 500 francs. Donc, en fonction de votre secteur, posez-vous la question, quel est le price point qui est non négociable et comment est-ce que je peux faire pour atteindre ce price point tout en conservant le même niveau de marge. Voilà. Donc, à ce stade-là, je voudrais aborder la question des coûts. Donc, on sait tous que voilà, pour être profitable, il faut pouvoir gérer ses coûts. Alors, très difficile lorsqu'on est dans un environnement inflationniste, mais quelque chose que j'ai observé chez les multinationales, c'est que on essaye de faire en sorte d'être le moins surpris par l'évolution des coûts. Donc, vous avez aujourd'hui accès, grâce à Internet, au cours de certaines matières premières. Et en fonction du domaine dans lequel vous êtes, ça va être les cours du pétrole, ça va être le cours du blé, ça va être le cours des oléagineux, comme on peut voir ici. Et donc, lorsque vous suivez l'évolution des cours et les projections qui peuvent être faites, vous pouvez anticiper sur des augmentations potentielles. Et puis, par rapport à ça, avoir un peu d'avance sur la réflexion sur les réflexions que vous devez avoir par rapport à votre chiffre d'affaires et par rapport à votre offre et les prix que vous allez appliquer. Donc, c'est vrai que lorsque, en tant qu'individu, on ne se pose pas nécessairement la question, mais je peux vous assurer que les grosses sociétés regardent l'évolution des coûts des matières premières de manière avec beaucoup d'attention. Et si, par exemple, vous avez pu voir dans certains marchés, dans certains supermarchés, des prix augmentés alors que tout le reste reste stable, c'est probablement que les sociétés en question, les sociétés qui ont fait ces augmentations, étaient en avance et regardaient les cours mondiaux et ont anticipé sur l'augmentation des coûts de leurs fournisseurs. Donc voilà, ça c'est un conseil aussi qu'il est intéressant d'appliquer. Bien entendu, on peut pas découpler la question des coûts de la question des fournisseurs. Donc, on a tous des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs d'emballage, que ce soit des fournisseurs d'engrais, que ce soit des fournisseurs de matériel ou bien de matières premières pour faire de la transformation. Il faut connaître ces fournisseurs, bien connaître ces fournisseurs et comprendre, surtout dans le contexte actuel, comment est-ce que ces fournisseurs sont eux-mêmes exposés aux différentes chaînes de valeur. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, mais l'année dernière, on a connu une pénurie de moutarde. Et aussi, on a connu une pénurie d'emballage en verre. Donc, si sur certains rayons, vous avez pu voir un manque de ces produits ou alors une flambée du coût de ces produits, c'est parce que tout simplement, voilà, il y a eu une pénurie de la production d'emballage en verre et une pénurie de graines de moutarde. Donc, tout de suite, ça a une répercussion sur la chaîne de valeur. Donc, important de comprendre où sont les fournisseurs de vos fournisseurs et puis, si possible, avoir un backup.
Donc, on appelle ça dans notre jargon un dual sourcing. C'est-à-dire que vous allez avoir un fournisseur, mais vous allez en même temps qualifier un autre fournisseur ou d'autres fournisseurs, de préférence dans des régions différentes, pour que si jamais vous avez une rupture de la chaîne d'approvisionnement, vous puissiez facilement basculer sur un autre sourcing, ce qu'on appelle un autre sourcing. Okay, donc, voilà une stratégie que l'on applique assez régulièrement. Et la troisième stratégie en termes d'approvisionnement, c'est la localisation. Donc aujourd'hui, 80% des importations de produits de base en Afrique viennent de l'extérieur du continent. Donc, c'est clair que si vous avez une désorganisation soit du système d'approvisionnement, du transport ou bien des restrictions d'exportation dans les pays comme l'Europe, la Chine, etc., et bien tout de suite, ça pose problème. Donc, il est important d'avoir des chemins d'approvisionnement qui soient le plus courts possible. Donc, autant que possible, chercher des fournisseurs qui vont être dans la région, le plus proche géographiquement, pour ne pas avoir à subir les aléas de transport et les aléas économiques. Si je prends l'exemple de Unilever, en 2017, on avait à peu près 27% des intrants pour tout ce qui était produits alimentaires en Afrique qui étaient importés de pays autres que l'Afrique. Aujourd'hui, sur l'Afrique, on est à peu près 60%. Okay, donc, il y a eu une volonté délibérée de privilégier le local sourcing pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons de résilience. On va vous demander de juste peut-être terminer rapidement par rapport au reste de la présentation. Très bien. Merci, Abdullah. Donc, le dernier point que je vais aborder, c'est la question de la technologie. Donc, aujourd'hui, vous avez beaucoup de solutions technologiques qui sont en train d'être développées et qui sont souvent déjà sur le marché, qui vous permettent de régler un certain nombre de problématiques avec des coûts abordables. Donc, ici, j'ai mis quelques exemples qui sont à la fois dans le domaine du service agricole, dans le domaine des études ou dans le domaine de la distribution. Donc, quelques exemples. Donc, un exemple, c'est Agrosphère. Donc, Agrosphère, c'est une plateforme digitale qui vient du Bénin et qui permet de fournir aux agriculteurs un certain nombre d'informations sur les récoltes, sur la météorologie, sur la géographie de leurs parcelles, etc. D'accord. On a aussi un autre exemple, c'est Wasoko. Donc, Wasoko, c'est une société de distribution qui spécialise dans tout ce qui est last mile. Donc, comment est-ce qu'on peut livrer des produits aux boutiquiers et être donc plus proche de ses clients et de ses consommateurs. Et en plus de ça, parce que c'est une plateforme technologique, elle permet d'avoir des informations, des data insights sur la rotation de vos produits. Ça, c'est si vous êtes dans le domaine des produits de grande consommation. Vous avez aussi un autre exemple, un avant-dernier exemple, c'est Survey 54. Donc, Survey 54, c'est une plateforme d'études qui utilise la technologie, des formulaires automatisés pour pouvoir faire des enquêtes d'opinion, des enquêtes consommateurs, récupérer des données sur le marché à moindre coût. Vous avez les grosses sociétés ont accès à beaucoup de données avec des cabinets de recherche qui sont assez onéreux. Donc, ce type d'outils permet d'accéder à des informations intéressantes et importantes à moindre coût. Et mon dernier exemple, ça va être Canaan Land. Donc, c'est une société qui permet de former les agriculteurs à l'agriculture responsable. Ils aident aussi à l'acquisition d'outils et d'intrants. Ils facilitent l'accès à des terres cultivables et utilisent donc du coup les différentes plateformes pour pouvoir soutenir les agri-entrepreneurs. Donc,
En résumé, nous sommes donc dans une économie et un contexte qui sont difficiles, avec beaucoup de problématiques d'inflation et de pouvoir d'achat qui impactent tous les secteurs, en particulier l'agribusiness. Mais l'alimentation, c'est un incontournable. Voilà, on est tous concernés par l'alimentation. Donc, c'est un secteur qui reste, qui est plein d'opportunités et qui est vital pour notre région. Donc, il est important de connaître et puis d'appliquer certaines méthodes, parfois des méthodes qui sont utilisées par de grosses sociétés, mais de les adapter au milieu entrepreneurial pour amortir les aléas que nous pouvons avoir. Et donc, je suis persuadé qu'avec de l'organisation, avec de l'anticipation, il est possible, malgré le contexte actuel, de survivre et de se développer en cette année et dans les années à venir. Je vous remercie. Et puis, si vous avez des questions ou bien si vous voulez discuter de certains points, je suis à votre disposition. Merci beaucoup Patrick pour cette très belle présentation. Je pense qu'on a eu beaucoup d'éléments sur le sujet survivre et prospérer en 2023. Je retiens en tout cas des éléments par rapport au contexte très, très challengeant de 2023. Donc, comme vous l'avez dit, avec l'inflation, avec la dépendance aux importations, mais également avec un certain nombre d'éléments comme l'insécurité alimentaire ou les changements climatiques. Et en tout cas, j'ai beaucoup aimé le fait qu'on ne présente pas seulement la situation, mais également il y a des propositions, en tout cas, de stratégies assez pertinentes, en tout cas. Je pense que le grand challenge maintenant sera de voir comment, surtout nos PME, arriveront à contextualiser, surtout en tout cas, ces stratégies-là et à les adapter donc par rapport à leur taille. Moi, j'aurais peut-être des questions, peut-être avant d'ouvrir le débat aux autres participants. Dans la présentation, vous avez parlé de segmentation par rapport au prix. Et donc, je voudrais peut-être, si vous pouvez un peu revenir sur ça, parce que je me demandais si aujourd'hui, ces entreprises-là veulent aller peut-être dans la segmentation de prix. Est-ce que cela n'induirait pas peut-être forcément aller vers un nouveau produit? Est-ce que ça également, il y a des risques qui sont derrière le lancement en fait vers de ce nouveau produit qui peut être vraiment peut-être du haut de gamme, donc une autre chaîne de valeur. Donc, comment peut-être aborder cette segmentation de prix beaucoup plus sereinement? Et la deuxième question, c'est peut-être pour résumer un peu aujourd'hui par rapport au sujet. Est-ce que 2023 serait une bonne année aujourd'hui pour lancer un produit par rapport aux PME donc, qui nous écoutent et qui sont parmi nous? Avant peut-être, donc je vous donnerai l'occasion peut-être de répondre à ces deux questions avant d'ouvrir donc le micro aux autres participants. Et encore merci beaucoup pour la belle présentation. D'accord. Merci Abdulrahman. Je pense qu'effectivement, lancer un produit peut être problématique. Mais tout dépend du secteur que l'on va, dans lequel on est. Hein. On peut très bien avoir des produits qui vont être comment dire, qui vont être connexes, hein, qui vont être très très proches l'un de l'autre. Si par exemple, je prends l'exemple de notre exemple Unilever, Unilever a sur la Côte d'Ivoire, nous avons 5 marques de savon. Okay. Maintenant, chaque marque de savon remplit un certain rôle. Okay. Mais c'est la même base de production. Okay. Donc, du coup, on a à la fois des synergies au niveau de la capacité de produire et on a accès à différents segments, donc différents segments de prix et différents segments de consommateurs. Okay. Donc, si vous êtes, je ne sais pas moi, par exemple, fabricant de cosmétiques, hein, et que vous êtes dans le karité, vous pouvez vendre du beurre de karité et puis avoir un dérivé autre du karité. Okay. Donc, c'est la même chaîne de valeur, la même production, mais bon, voilà, il y a une adaptation du produit qui va vous permettre d'avoir différents canaux, de différents segments de consommateurs. Alors, c'est vrai qu'à côté de ça, il faut toujours se méfier de la complexité. Plus on a de complexité en termes de production,
hein, plus il faut du temps, il faut de l'attention, il faut une force commerciale, etc. Donc, mais c'est une question qu'il faut se poser. Euh, Comment éviter la complexité, mais aussi comment avoir un portefeuille, que c'est un peu le terme consacré, avoir un portefeuille de produits qui va permettre d'absorber les différents aléas, hein, de la demande. Parfait, merci beaucoup pour les réponses. Donc, comme je le disais, s'il y a quelqu'un qui souhaite prendre la parole, donc vous pouvez lever la main pour que je vous passe la parole. Sinon, vous pouvez également envoyer vos questions dans le chat. On va laisser peut-être quelques secondes aux différents participants. Donc, s'il y a des participants qui souhaitent réagir donc, par rapport à la présentation de Patrick, si vous avez des contributions ou des questions que vous souhaitez adresser, donc n'hésitez pas soit à lever la main pour que je vous donne la parole ou bien donc laissez votre question dans le chat. Donc, Fessou également, je ne sais pas si tu as une question, peut-être une contribution par rapport à la présentation aussi. On va donner quelques secondes donc aux autres participants si pour les questions ou contributions. Oui, Je, alors, oui, vas-y. Ouais, je vois d'accord. une main levée. Donc, après, Ah, on va ok. donner la parole. Oui, oui vas-y, Fessou. Donc, après, on va donner la parole à Sophia. Ok. Ma question concerne les prix. Est-ce qu'il y a des stratégies à mettre en place avant de définir un prix donné? Puisque généralement, moi, je suis dans les services pour définir les prix. C'est tout un travail. C'est pas comme un produit euh, physique que tu vois où tu te bases sur le prix d'un autre concurrent. Ici, ce sont des services, des innovations et définir le prix, c'est tout un cas, surtout pour notre milieu où les services, on ne connaît pas encore les valeurs des services, donc c'est assez compliqué. Je ne sais pas s'il y a des stratégies, des conseils que vous pouvez nous fournir dans la définition de prix pour des entreprises comme la nôtre. Merci. Ouais, ouais. Donc, effectivement, fixer le prix, c'est toujours un peu compliqué. Je pense qu'il y a, il y a, il y a, il y a quelques points clés à considérer lorsqu'on va fixer un prix. Déjà, il faut se poser la question de votre coût, du coût de revient, okay. Puisque voulez, vous voulez nécessairement faire un bénéfice. Donc, quel est le coût de revient que vous allez avoir par rapport à ce service. Okay. Donc, est-ce que c'est une question de manœuvre, de main-d'œuvre, hein, est-ce que vous payez des personnes pour rendre ce service? Est-ce que il y a vous-même des coûts d'opération? Hein, est-ce que vous allez utiliser des plateformes ou des sous-services? Est-ce que vous payez des abonnements pour pouvoir rendre le service que vous donnez, hein? Est-ce que vous allez avoir des coûts de transport, etc., etc. Donc tout ça, il faut bien comprendre quels sont vos coûts, hein, et comment est-ce qu'ils s'organisent dans le temps. Est-ce que vous avez des coûts fixes ou bien est-ce que c'est des coûts variables? Parce que si vous avez des coûts fixes, ça veut dire que quel que soit votre chiffre d'affaires, quelle que soit la demande, quelle que soit votre clientèle, il y a des coûts fixes que vous allez devoir amortir. Donc, il faut que ces coûts fixes soient intégrés finalement si vous avez peut-être ça va être 5 ventes, ok, vous aurez, ou si vous faites 10 ventes, vous aurez les mêmes coûts fixes. Donc, comment faire pour que les différentes ventes que vous allez faire intègrent la totalité de vos coûts fixes. Okay. Donc ça, je pense que c'est une première chose. Ensuite, ce que je regarderai, c'est aussi le point de vue du client. Qu'est-ce que représente votre service pour le client? D'accord? En termes de coûts et puis en termes de
de valeur. Donc, dans certains cas, vous allez pouvoir offrir des services qui vont être directement évaluables, hein, par le client. Donc, vous allez donner un service et ce service-là va lui permettre de multiplier son chiffre d'affaires par 2, okay, ou son bénéfice par 2. Donc, si c'est des économies que vous lui offrez, ou bien si c'est une accélération des ventes. Donc, dans ce cas, il faut se dire, OK, quel est le pourcentage de ce bénéfice qu'il est prêt à vous donner? Je suis prêt à vous donner, je suis prêt à vous donner 100 francs, hein, ou 10 000 francs CFA, hein, si vous m'en faites gagner 30 000. Là, pour moi, c'est clair. OK? Mais si vous me dites 10 000 et puis bon, ben voilà, ma vente elle reste à 10 000, je vais me demander à quoi ça sert. Donc ça, c'est une question qu'il faut se poser. Ça va dépendre du service. D'accord? Ensuite, le dernier point, ça va être la fréquence du service. Okay? Est-ce que c'est en général, les clients sont assez rechignent à payer de gros montants, de grosses sommes. Parce que même si le payback, hein, le retour sur investissement est important, le retour sur investissement va être en général venir dans le temps. Il est plus facile de payer des petites sommes. Hein, si vous regardez les services que les gros de la technologie offrent, hein, c'est toujours des 4 euros, 4,99, 2,99 pour tel service de cloud, pour tel service de streaming, etc. Ce sont des petits montants, hein, qui sont facilement absorbables par le client, mais qui, sur le temps, pour vous, en tant qu'entreprise dans le service, sont importants. D'accord? Donc, ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Est-ce que vous voulez, le prix va être différent si vous offrez des abonnements, hein, ou bien si vous offrez des services qui sont ponctuels? Merci beaucoup pour la réponse. Donc, on aura une dernière intervention de Sophia. Sophia, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Vous pouvez activer votre micro pour poser votre question et apporter vos contributions. Oui, merci beaucoup. Je m'appelle Sophia, je dirige une petite entreprise dans l'agroalimentaire. Donc, j'ai 2 questions. Donc, premièrement, comment on fait pour que mon prix reste le même? Parce que les ingrédients que j'utilise pour mes produits augmentent de jour en jour. Et je n'arrive plus à diriger comment on fait pour que je gagne, pour que je ne suis plus dans un grave problème. Parce que comme le beurre, le sucre, ce sont 2 matières premières que j'utilise dans mon activité, mais ils augmentent tous les jours. Ouais. C'est ça ma première question. Et ma deuxième question, c'est à propos de segmentation de prix. Donc, personnellement, je produis un seul produit actuellement, donc je n'ai pas de variété de produits. Donc, si je ferais segmenter les prix de mon produit, ça va aussi un impact sur le prix. Donc, comment ferais-je pour que mes prix sont les mêmes? Merci. Oui, merci beaucoup, Sophia. Donc, j'en profite peut-être, Patrick, pour aussi vous faire parvenir la question de Cheikh Ndongo Diop. Il a parlé des outils technologiques. Pouvez-vous nous envoyer la liste des outils technologiques que vous avez présentés? Et deuxième élément, la donnée est très importante et très difficile d'accès dans notre environnement. L'agriculteur lambda ne sait pas quoi produire pour répondre à une demande de produits donnés. La question qu'il posait, c'est quelles sont les barrières à l'entrée pour le marché UEMOA, les techniques également de sales inter-UEMOA, c'est-à-dire par rapport à la commercialisation des produits, quelles sont les techniques qu'on peut utiliser par rapport au commerce inter-UEMOA, inter-Afrique également. Donc, voilà sa question.
cher. Donc, on va clore avec donc, cette série de questions-là et on vous donnera donc l'opportunité d'y répondre. Merci beaucoup à tous les participants pour toutes les questions. D'accord. Alors, pour répondre à la question de Sophia, oui, effectivement, le coût des matières premières et les prix, c'est vraiment compliqué, surtout lorsque vous avez des matières premières qui augmentent, qui augmentent de 10%, 20%, 30% parfois en quelques mois. Alors, au niveau des prix, la manière dont on gère les coûts, il y a les matières premières, ok, et puis il y a les coûts de production. Donc, quand c'est possible, vous allez regarder comment est-ce que comment est-ce que dans votre processus de production, où est-ce que vous pouvez faire des économies. D'accord. Donc, parce que les matières premières sont les mêmes. Maintenant, est-ce qu'il y a, vous pouvez, par exemple, automatiser certains processus, ok, de manière à dépenser moins, à faire moins de pertes, par exemple. Ok. Comment est-ce que vous pouvez systématiser certaines choses, hein. Donc, en fonction du secteur dans lequel vous allez être, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc, faire en fait une analyse sur la durée. Où est-ce que vous, je sais pas, lorsque vous dépensez 1000 francs, où ces 1000 francs vont? Il y a peut-être 500 francs qui vont dans les matières premières. Okay, mais il y a peut-être 500 francs qui vont dans le personnel, qui vont dans le transport, qui vont dans les allers-retours pour vous approvisionner. Okay, donc ça, c'est une analyse voilà, un peu technique qu'il faut faire de votre base de coûts et identifier les zones dans lesquelles potentiellement des économies. Ensuite, une fois que vous avez optimisé ça, ben voilà, vous avez un produit, il y a un coût de revient, vous devez faire une marge. Si votre prix reste le même, votre marge va diminuer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'augmentation de prix qui est toujours possible. Le problème, c'est que si vous êtes le seul à augmenter vos prix, ben, votre concurrent va prendre votre marché et puis votre chiffre d'affaires va baisser automatiquement. L'autre option, c'est là où le portefeuille est ce qu'on appelle le portfolio de produits est intéressant. Si vous regardez les boulangeries, vous allez avoir des produits qui vont avoir des coûts, finalement, vont avoir des coûts différents. Hein. Vous allez avoir peut-être des chouquettes de 10 grammes qui vont être vendues aussi cher qu'un pain de 250 grammes. Okay, la raison de ça, c'est qu'il y a des produits d'appel que les gens consomment et sur lesquels les gens sont très, très sensibles. Et puis, il y a des produits qui vont être des produits de plaisir sur lesquels on va être prêt à dépenser plus. Donc, vous avez parlé de beurre et de sucre. Donc, j'imagine que vous êtes voilà, dans la confection de choses que l'on mange. Voilà, c'est peut-être quelque chose à regarder. Donc, des produits qui vont finalement coûter un peu plus cher et sur lesquels vous allez faire des marges plus importantes pour pouvoir égaliser, hein, votre marge. Donc, il y a certains produits sur lesquels vous n'allez pas augmenter ou alors vous allez faire une augmentation qui est vraiment minime. Et puis, un autre produit sur lesquels vous avez margé pour pouvoir, dans l'ensemble, garder le même type de profitabilité. Voilà voilà les choses que l'on pourrait envisager. Merci beaucoup, Monsieur Patrick. J'espère que ça vous donne quelques pistes. Mais en tant que fabricant de produits de consommation, je vous assure que c'est une question que l'on se pose tous les jours. Tous les jours. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophia. Merci, Patrick. Alors, pour la question de Monsieur Diop, donc les outils technologiques, je pense que voilà, je pense qu'on pourra, soit je peux les taper dans la liste, ou alors Abdourahmane, peut-être que vous pouvez envoyer les informations par ailleurs. Je crois que vous avez les contacts.
Oui, effectivement. D'accord. Effectivement. Donc, Ok, on donc partagera ça sera ces, partagé après. ces informations. Oui. Voilà. Donc effectivement, la question des données est importante. Il faut savoir que les grands groupes investissent beaucoup en données, ok, à la fois des données historiques et des données prospectives. Je pense qu'aujourd'hui, il y a, avec Internet, hein, si l'on cherche bien, il y a possibilité d'avoir des informations qui sont relativement gratuites. Euh, alors, je mettrai peut-être dans la liste certaines d'autres plateformes qui aujourd'hui font des études consommateurs, par exemple, qui sont plus accessibles que les grands cabinets de conseil et gros cabinets de recherche comme Nielsen. Okay, donc ça peut être très intéressant. Avec le mobile, il y a maintenant la possibilité d'avoir des informations sur les cours, sur les cours de certaines denrées, hein, les cours de vente de produits, hein, de manière quasi instantanée. Donc là aussi, il y a de plus en plus de plateformes qui offrent ce service. Okay, donc ça, je pense que ça permet d'être beaucoup plus informé et de pouvoir prendre des décisions qui sont plus adéquates. Par exemple, si vous êtes à l'intérieur du pays, comment savoir quel est le cours de vente de la tomate dans la capitale. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays de la région, vous avez maintenant accès à ces informations par le biais de certaines plateformes. Il y en a que j'ai cité d'ailleurs. Merci Okay. beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Donc, je pense qu'on a un peu largement dépassé le temps, mais c'était très, très, très intéressant. On aimerait pouvoir continuer cette discussion-là qui est très intéressante. Alors, la discussion sera bien sûr enregistrée et donc, vous pourrez revoir donc, ce panel plus tard. Donc, sans plus tarder, je vais redonner la parole à Fessou donc, pour la suite donc, de cette session. Merci encore à tout le monde. Merci, Abdelrahman. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Ami. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Nidhi. Thank you very much. OK. OK, merci beaucoup à Patrick et merci à tous ceux qui ont participé au questionnaire. Et je pense que c'était un sujet assez intéressant. On aimerait avoir plus de temps pour aller plus en profondeur. J'espère que nous allons par après avoir plus d'informations sur Monsieur Patrick et si nous voulons développer le sujet, voir dans quelle mesure il pourra nous aider. Merci. Donc, nous allons continuer avec la session se connecter à AFC. AFC nous offre plein d'opportunités. En termes d'opportunités, il offre une bourse pour le leadership des femmes. En plus de bourse, il offre plein de programmes de renforcement liés à la résilience face au choc climatique et environnementaux. Ceci est offert par BRICS. Et pour terminer, il y a le programme de mise en chaîne d'exploitation SRPE que vous pouvez voir. Concernant la bourse des femmes dans l'agriculture, ce bourse concerne une bourse de formation, de mentorat et aussi pour donner plus de visibilité à nos mères et à nos sœurs. Pour finir, il y a une catégorie de prix qui est offerte à la fin de la formation qui concerne les innovateurs, les pionniers et les changeurs narratifs alimentaires côté boisson et le top chef en Afrique. Concernant la bourse concernant le renforcement de la résilience face au chaos climatique et environnemental, BRICS, qui est un programme intensif de renforcement de capacité qui aide les PME à la résilience climatique, propose en effet des outils de diagnostic, d'apprentissage et aussi de
et son public cible est des jeunes propriétaires d'entreprises agroalimentaires âgés de 25 à 40 ans, surtout qui est dans le secteur agroalimentaire africain. L'objectif est d'adapter ces jeunes à atténuer les changements climatiques et aussi à bénéficier, si possible, d'un financement climatique pour pouvoir les aider dans leur activité. Donc, les chaînes de valeur concernées sont les chaînes des cultures vivrières et commerciales, essentiellement le détail dans la production et la transformation, l'emballage, la logistique et surtout le secteur agricole. Okay. Notre dernier boost dont nous offre le programme AFC concerne le programme SEP, le SEP qui, à travers le PMVC, qui est un programme annuel qui vise à mobiliser, à équiper, à connaître et à soutenir jusqu'à près de 500 agro-entreprises pour lancer et développer les entreprises d'exploitation agricole. Les pays concernés sont le Nigeria et ce qui serait intéressant, il y aura 3 autres pays supplémentaires qui vont être ajoutés à la liste. Nous vous étions donc informés par rapport à ces pays et le programme nous offre en fait aussi une formation, des ateliers et ils utilisent aussi des outils de diagnostic et met l'accent surtout sur l'accès au marché, l'accès et le lien avec le marché. La chaîne de valeur concernée concernera surtout la chaîne de valeur d'une position locale abondante et surtout concurrentielle, telle que l'hibiscus au Nigeria, la banane au Ghana, le thé et le café au Kenya, le maïs au Zambie. Je pense que c'est nos 3 pays. On espère bientôt qu'ils vont ajouter des pays francophones pour aussi bénéficier de ces programmes. Merci. Okay. Donc, et aussi, nous disons la bienvenue à nos 5-6 nouveaux dans la communauté. Ils nous viennent de 3 pays, à savoir le Nigeria, le Ghana, le Rwanda, le Sénégal et l'Éthiopie. Et nous espérons que d'autres entrepreneurs agricoles dans le milieu agricole viennent bientôt nous joindre pour partager ensemble les expériences de chacun dans son milieu pour faire évoluer le milieu agricole africain. Je pense que nous tendons vers la fin. Je passe la parole à Abdoumara pour nous donner le mot de fin. Merci. Oui, merci beaucoup, Fessou. Donc, merci à tous les participants qui sont restés avec nous. Je vous inviterai surtout à rester connectés par rapport à African Food Changemakers, donc comme Fessou l'a présenté et avec différentes opportunités. On vous invitera donc à suivre les pages réseaux sociaux d'AFC. Également, vous pouvez partager vos feedbacks et vos commentaires déjà sur cette première édition de dernier jeudi pour certainement des éléments d'amélioration ou en tout cas si vous avez des suggestions d'invités ou des suggestions de thématiques, donc n'hésitez pas à les faire parvenir via des feedbacks. N'hésitez pas également à vous abonner au newsletter donc pour recevoir toutes les opportunités de financement, de formation, les podcasts. Donc, vous pouvez vous abonner au newsletter donc pour recevoir chaque mois en tout cas les différentes informations qui concernent donc AFC et bâtir votre réseau dans 37 pays d'Afrique comme l'ont fait donc tous les entrepreneurs donc qui sont membres de cette communauté-là. Alors, pour bien terminer cette session, je vais demander à tous les participants d'activer leur vidéo. Donc, on va prendre un selfie de fin donc, par rapport à cette session-là. Donc, je vais demander à tous les participants d'activer leur vidéo pour qu'on puisse prendre donc la vidéo de fin et se dire au revoir donc, pour la prochaine session.
On va donner peut-être quelques minutes aux personnes pour activer leur vidéo. Faites un beau sourire. Un sourire ouest-africain. Effectivement. Langadef Abdraman, comment tu vas? Oui, ça va très bien. Alhamdulillah. Merci. Très bien. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci à tous. Donc, merci à tous. Merci en tout cas d'avoir participé à cette première session. Et comme je le disais, donc c'est une première session de dernier jeudi du mois parce que AFC organise donc tous les mois le premier jeudi, mais qui est destiné au public anglophone. Et cette fois-ci, on a voulu donner cette opportunité-là au public francophone parce qu'on est souvent oublié par beaucoup d'organisations. Et donc, ça, c'est une session totalement dédiée aux francophones. Donc, merci beaucoup à tous et donc, on va se dire au revoir pour la prochaine session. Merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Au revoir, bye bye. Abdraman, je t'ai donné mon numéro, si tu peux me passer le tien. Dans le chat. Oui, je vais vous écrire sur WhatsApp. Ah, ok, super, très bien. Merci beaucoup. À très bientôt. À très Merci. bientôt. Au Merci. revoir. Approval. Therefore, no one uses your data until when you go to a